partie de cette conférence de manière à ce que vous ayez plusieurs points de vue concernant les violences sexistes et sexuelles au travail. Moi, mon domaine, c'est le juridique. Alors, c'est un peu plus technique finalement que la présentation que vous aurez fait, Léa, de ce thème. Donc, je compte sur vous peut-être pour poser des questions et qu'on rende cette conférence vivante et que ça fasse même un débat si vous le souhaitez. Est-ce que vous savez ce que sont les violences sexistes et sexuelles au travail? Enfin, au travail ou pas d'ailleurs, hein? Des violences sexuelles. Est-ce que, enfin, vous savez tous ce que vous avez tous un exemple en tête, non? Oui. Alors ça peut être des gestes, des remarques. C'est juste des gestes pour vous, les violences sexuelles? Oui, alors ça peut être donc les violences sexuelles et sexistes. Déjà, ce sont des notions qui sont différentes. Sexuel, ça va être un comportement ou des paroles qui ont une connotation sexuelle. Sexiste, on va être sur une autre notion. À votre avis, euh, qu'est-ce que ça peut être? Un comportement sexiste. On l'a vu un peu ce matin, ça rejoint les violences du coup polymorphes avec il y a économique, donc salarial, ça va être sexiste. Les hommes mieux payés enfin un homme mieux payé qu'une femme au même niveau. Oui, alors ça c'est un des exemples que j'aurais pu vous donner, ça va être la discrimination, mais effectivement, un comportement sexiste, ça va être un comportement qui est adopté en raison du genre. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur quelque chose de sexuel, mais l'employeur va adopter, enfin l'employeur ou dans le quotidien, l'auteur de ce comportement va avoir des propos en raison du genre de la personne. Alors, là, je vais vous donner des exemples pour que ça vous parle davantage. Le code du travail, parce que moi j'étais là pour vous parler justement de ces comportements au sein de l'entreprise auxquels peut-être un jour vous serez confrontés, soit en tant que salarié, soit en tant qu'employeur. Le code du travail vient prévoir tout un encadrement autour de ces violences qui sont désignées sous des termes que vous connaissez sans doute, du harcèlement. Harcèlement sexuel, c'est le terme qui est employé dans le code du travail pour parler de ces agissements. C'est le seul terme finalement qu'on emploie dans le code du travail parce qu'il n'y a pas de liste des violences sexuelles et sexistes. Ça n'existe pas. C'est le harcèlement qui est défini. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut caractériser un harcèlement sexuel? À votre avis, si on vous met une main aux fesses comme ça dans un couloir, pour vous, c'est du harcèlement sexuel ou pas? Alors pourquoi non? Alors, je... Alors, effectivement, jusqu'à récemment, la jurisprudence prévoyait des agissements répétés. Aujourd'hui, le Code du travail, l'article a été modifié en mars 2022, hein, donc c'est récent quand même. Alors, ça laisse place à l'interprétation, mais en tout cas, l'article du Code du travail, donc, je ne sais pas si vous l'avez, mais sinon je peux vous le donner, c'est L 1153-1 du Code du travail, hein, il n'a pas changé, prévoit qu'il peut s'agir d'un agissement isolé, à condition donc, que le but, réel ou apparent, soit d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc c'est la nuance quand même, hein. C'est-à-dire que si on coince quelqu'un dans un couloir et qu'on lui dit voilà, maintenant tu te mets à genoux, on est bien sur une pression, qui est un acte isolé. Si vraiment le but c'est d'obtenir une faveur de nature sexuelle, qu'on arrive à le caractériser, cet acte isolé rentre finalement dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article. Enfin, ça laisse, alors je ne veux pas faire un cours de droit, c'est pas l'objet, mais ça laisse place effectivement à une interprétation qui peut des juges à la lecture des faits, parce que j'y viendrai, à chaque fois on va apprécier le faisceau d'indices en matière de harcèlement. C'est pas si évident que ça que de caractériser un harcèlement, notamment un harcèlement sexuel. Donc c'est quand même effectivement l'un des points essentiels lorsque
c'est pas aussi flagrant le comportement de la personne, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de but avéré, en tout cas, d'obtenir un acte de nature sexuelle, le Code du travail exige effectivement que les actes aient un caractère répété. C'est-à-dire que pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait plusieurs comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Alors, je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le Code du travail, de la même manière que le Code pénal, sanctionne les agissements sexuels, donc comportements de harcèlement sexuel, mais également comportements sexistes. Ça aussi, c'est nouveau. C'est nouveau parce que avant mars 2022, on parlait uniquement de comportements à connotation sexuelle. Comportement sexiste, ça s'inscrit finalement dans la lutte, qui est une lutte de société actuelle, puisque ce que l'on vient finalement toucher du doigt, et vous le disiez, c'est bon, à très haut niveau les discriminations, mais c'est également les comportements tels que un humour sexiste, tout simplement. Humour sexiste, on ne va pas tomber forcément sur la qualification de harcèlement sexuel. Ça va être l'humour ordinaire, la mauvaise blague. Ah tiens, voilà la blonde. Ah tiens, voilà la mère pondeuse. D'accord? Donc là, on n'est pas forcément dans des agissements à caractère sexuel. Mais c'est vraiment un comportement qui est initié par l'auteur en raison du genre de la personne à qui il s'adresse. Donc maintenant, c'est sanctionné. En tout cas, c'est prohibé. Et c'est une nouveauté parce que je vous le disais, jusqu'à 2022, c'était uniquement dans le code pénal qu'on retrouvait cette infraction et le code du travail, c'est-à-dire le code du travail qui régit les rapports entre un employeur et un salarié, ne prohibait pas nécessairement ces agissements-là. À votre avis, qui peut être l'auteur d'un harcèlement au sein d'une entreprise ? Alors, le supérieur, mais attention, la protection contre le harcèlement moral, je vous expliquerai quelles sont les mesures de protection, ne vise pas uniquement les agissements d'un supérieur hiérarchique envers ses salariés. À votre avis, au sein d'une entreprise, est-ce qu'on peut parler de harcèlement sexuel si on a un collègue de travail qui adresse de manière répétée des SMS à caractère pornographique à l'une de ses collègues? Oui, effectivement. Le harcèlement sexuel au sein d'une entreprise, c'est pas forcément, donc le harcèlement qui va être répréhensible, qui va être pointé, c'est pas forcément le harcèlement qui induit le comportement de l'employeur à l'égard des salariés. C'est aussi entre salariés. Ce harcèlement sexuel, il peut intervenir, à votre avis, au sein d'une entreprise que du fait de ses acteurs? Vous voyez pas d'autres situations dans lesquelles il peut y avoir harcèlement sexuel au sein d'une entreprise? Si vous avez, par exemple, une dame qui vient faire le ménage au sein d'une entreprise, la personne qui va être responsable directe et qui doit la protéger, je vais venir sur ces méthodes de protection, c'est son employeur à elle. Mais effectivement, on peut subir, en tant que personne, un harcèlement qui émane d'une autre personne qui exerce une autorité. Donc, ça peut être un client régulier de l'employeur, comme ça peut être une personne qui a une autorité de fait, le mari de la gérante, voilà. On parlera de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, même lorsque les acteurs sont extérieurs à l'entreprise, à partir du moment où il y a une autorité de fait qui s'exerce sur la personne. Donc ces comportements-là, je ne reviens pas sur les textes, je les laisserai à disposition par la suite si besoin. Ces comportements-là sont prohibés par le Code du travail, donc c'est l'article 153-1, si ça vous intéresse d'aller le lire. Je ne vous le décris pas en détail, mais il explique donc ce qu'est le harcèlement et il le prohibe. Qu'est-ce que ça implique, cette prohibition? Ça implique que l'employeur doit activement lutter contre le harcèlement au sein de l'entreprise. Il doit lutter, à votre avis, quels moyens il a pour lutter? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait des stages ou travaillé en entreprise et vous n'avez jamais vu d'affichage de... Alors, le premier moyen de lutte qui est imposé à l'employeur, c'est déjà l'information. Le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, ça doit faire l'objet de mesures d'information. Les salariés doivent savoir que c'est pénalement
réprimée. Je suis pas revenue sur le texte du code pénal, mais c'est également réprimé par le code pénal et c'est important pour eux de le savoir. Il faut que ce soit affiché dans les locaux de l'entreprise. L'article du code pénal qui vient sanctionner ces faits. Ils doivent également connaître leur voie de recours. C'est le premier moyen de lutte. À quel titre, en fait, à votre avis, l'employeur doit-il assurer la protection de ses salariés? Pourquoi? Est-ce que vous avez une vague idée de ses devoirs à l'employeur, de manière générale? Exactement, c'est tout à fait ça. De manière générale, en fait, l'employeur au sein de l'entreprise, il a une obligation de sécurité. C'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les mesures, mais absolument toutes les mesures, en tout cas, à minima celles qui sont prévues par le Code du travail, pour garantir et protéger la sécurité et la santé de ses salariés. Cette obligation de sécurité, ça lui impose, ça c'est prévu également par le Code, d'assurer des formations, des mesures d'information, donc sur tous les risques. C'est une obligation qui est générale, c'est-à-dire que c'est l'obligation aussi de fournir des chaussures de sécurité à un salarié. D'accord ? Donc il doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection pour lutter contre les risques pour la santé physique et également pour la santé mentale. C'est à ce titre que l'obligation générale de sécurité, qui est une obligation qui figure à l'article L4121-1 du Code du travail, a été déclinée en matière de harcèlement sexuel et fait l'objet d'un article encore plus particulier qui vient cibler cette situation. C'est l'article L1153-5 du Code du travail et qui prévoit que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir des faits de harcèlement moral. Donc, première obligation, prévenir les faits, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Si l'employeur ne respecte pas cette obligation, il engage sa responsabilité. Sa responsabilité, alors, moi je vous parle essentiellement de sa responsabilité en matière civile, en termes de dommages et intérêts, mais il peut également engager sa responsabilité pénale. C'est devant une autre juridiction que celle des prud'hommes qui ne tranche que les litiges employeurs-salariés. Donc cette obligation, elle implique, je vous le disais tout à l'heure, un affichage. Ça, c'est prévu par cet article de manière très claire, mais pas seulement. Cette obligation de prévention, elle peut couvrir tout un nombre d'actions. Je vous le disais, très souvent, il y a des employeurs qui vont mettre en place des formations au sein de l'entreprise pour sensibiliser à ce risque. C'est sans doute ce qui est le plus percutant. On peut faire intervenir des victimes, il y a toutes sortes de formations qui sont dispensées. Léa Bage aurait été plus à même de vous parler de ce type de formation. Mais il peut également tout simplement informer le salarié sur la mise en place d'un centre d'écoute, sur mettre à sa disposition des psychologues dans les grosses entreprises souvent, parce que dans les petites, évidemment, il n'y a pas de psychologue pour ça. Et dans tous les cas, l'employeur est tenu de mettre en place un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est-à-dire que dans les entreprises de 250 salariés, alors vous ne devez pas forcément connaître ça, mais de moins de 250 salariés, on va désigner un membre du CSE. Vous connaissez les CSE, Comité social économique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... Voilà, peut-être que ça parle peut-être davantage aux personnes qui sont dans le monde du travail. Mais c'est une institution qui aujourd'hui a permis de fusionner tous les représentants du personnel. Et on désigne un référent dans les entreprises de moins de 150 salariés. Donc l'employeur est tenu de veiller à ce qu'il y ait ce référent. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, là, on a un référent qui est désigné par l'employeur lui-même. Donc normalement, on a des mesures au sein de l'entreprise qui sont prises en amont. Là, je suis dans les mesures de prévention. Cette prévention, je vous le disais, elle est obligatoire et lourdement sanctionnée. Oui. Alors d'ailleurs, pourquoi? C'est quoi leur mission? Est-ce que vous le savez, à ces référents? C'est ça. Tout à fait. Voilà, c'est accompagner, orienter et informer les salariés. Alors concrètement, dans la pratique, moi j'interviens après, donc je ne sais pas si c'est déjà bien mis en place et si ça fonctionne réellement, parce que il faut le temps que tout ça se mette en œuvre, mais normalement c'est les premiers interlocuteurs du moment qu'ils existent. Alors je vous dis c'est les premiers interlocuteurs, mais parfois on n'ose pas.
quand on est une victime, aller directement vers une personne qui est un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Pourquoi, à votre avis, ça peut être difficile d'aller directement vers ces personnes-là? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Et ça veut dire, alors, on est clairement identifié. Ce sont des personnes qui vont recueillir la parole, donc elles vont pas coller une étiquette à leur interlocuteur. En revanche, c'est vrai que faire cette démarche, quand on va voir un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, c'est que déjà on se positionne en tant que victime de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Ce qui en réalité n'est pas toujours le cas des personnes qui sont victimes de ces agissements et qui ne sont pas forcément conscientes de la qualification en fait des faits qu'elles décrivent. Donc finalement, vous, si demain vous étiez dans une situation de souffrance au travail comme ça et que vous viviez une situation délicate, quel serait votre réflexe? Qui vous alerteriez? Alors les RH, pourquoi pas? Mais les RH souvent, enfin, oui, bien sûr, il faut. De toute façon, on va y venir. Mais je ne sais pas si ce sera votre premier réflexe. Oui, les salariés en souffrance souvent vont avoir le réflexe d'alerter le médecin du travail, bon, leurs collègues, hein, évidemment. Mais la médecine du travail, bien sûr, c'est un des interlocuteurs à privilégier. Qui d'autre? Vos proches, oui, bien sûr. Ah ben c'est très bien. Bon, de toute façon, c'est une question qui est vraiment ouverte hein, parce qu'il faut alerter un maximum de personnes, bien entendu. Mais moi, je vous pose cette question pour savoir quels seraient vos réflexes et je pense notamment parce que c'est aussi mon métier qui m'amène à ça, à la preuve, à la question de la preuve qui peut se poser par la suite. Donc, dans un premier temps, quand on alerte, c'est qu'on veut échapper à la situation. Donc, on peut alerter le RH, mais si c'est notre supérieur hiérarchique direct, parfois, ça peut être l'auteur des faits, et on n'est pas toujours à l'aise de s'adresser à un supérieur. Donc, évidemment, il faut alerter le médecin du travail. Un salarié peut alerter également l'inspection du travail, le référent harcèlement, on l'a dit, hein, ça c'est évident. Les représentants du personnel quand il n'y en a pas encore de référent harcèlement, parce que dans toutes les entreprises, on n'en a pas. Bon, là, on est en transition, donc quasiment toutes les entreprises devraient être dotées d'un CSE, mais il y a des entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel. Vous pouvez également alerter vos collègues de travail. Toutes ces alertes, elles doivent être faites par écrit. Pourquoi? Pour qu'il y ait des preuves. Pour qu'il y ait des preuves par la suite, mais que quand vous allez aller d'un interlocuteur à un autre, il faut pouvoir dire aussi, voilà, je me suis adressée à telle personne, j'ai ce soutien-là. Pourquoi? Parce que sinon, les interlocuteurs que vous pouvez rencontrer peuvent avoir tendance à vous renvoyer les uns vers les autres. Et ce qu'il vous faut, c'est des réponses distinctes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un avocat ne va pas répondre à une victime de harcèlement sexuel que de la même manière qu'un référent ou que, comme faisait Léa Bage, elle est partie. Je crois qu'elle est référente, mais pas tout à fait référente harcèlement, mais dans tous les cas, vous allez avoir des accompagnements qui peuvent être des accompagnements médicaux, des accompagnements juridiques et des accompagnements même psychologiques. Donc, il faut avoir différents interlocuteurs pour avoir les réponses adaptées. Pour se sortir d'une situation de harcèlement, il faut aussi pouvoir mettre des mots dessus. Alors, je sais qu'il me semble que Léa laisse les victimes nommer les faits.
Moi, quand j'ai affaire finalement à des victimes de violences sexuelles et sexistes au travail, mon rôle, c'est aussi de qualifier les faits. C'est-à-dire que si la personne vient et me décrit sa situation, je ne vais pas avoir la même posture que le médecin du travail qui va être là pour l'accompagner dans ses démarches, l'orienter médicalement. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment regarder si les conditions dont je vous parlais tout à l'heure sont remplies et si je peux l'aider en qualifiant ses faits. À quoi ça va servir de qualifier les faits ? Donc, ça va permettre alors, je ne vous parle pas de l'accompagnement médical, hein, du coup, mais d'un point de vue juridique, de trouver une solution pour sortir de l'entreprise sans séquelles. Vous, si vous étiez salarié, harcelé, à votre avis, demain, qu'est-ce que vous voudriez ? Dans un premier temps, rester dans l'entreprise. Le premier réflexe des personnes, alors là encore une fois, hein, je parle uniquement d'un point de vue travail. C'est difficile de se placer à la place de la victime. D'un point de vue psychologique, c'est pas ma partie. Mais moi, ce que je vais faire, c'est leur poser la question à savoir, est-ce que vous souhaitez rester au sein de l'entreprise ou est-ce que vous souhaitez quitter l'entreprise ? Il y a un grand nombre de considérations qui entrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a souvent une nécessité financière pour la victime que de rester au sein de la société, même si ces agissements peuvent s'avérer insoutenables. Dans un premier temps, on se dit, ben voilà, on subit des agissements sexuels et sexistes, on se positionne en tant que personne qui n'a rien à se reprocher, il n'est pas question de quitter la société. Pour autant, moi, lorsque je rencontre ces victimes, la plupart du temps, elles sont déjà en arrêt de travail. Il y a des solutions qui existent d'un point de vue juridique. On peut saisir le conseil de prud'homme afin d'obtenir des dommages et intérêts justement sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et surtout pour obtenir des dommages et intérêts en raison du harcèlement sexuel. Mais les victimes, ce qu'elles veulent dans un premier temps, c'est savoir ce qu'il advient de leur situation. Si elles sont en arrêt maladie, on va saisir le conseil, on obtiendra finalement réparation par la suite. Mais si elles ne sont pas en arrêt maladie, qu'elles veulent continuer à travailler parce qu'elles ont à charge des enfants et que les indemnités journalières ne leur permettent pas finalement de subvenir à leurs besoins, on est dans des situations qui peuvent s'avérer très très complexes. Donc, bien entendu, la situation de la victime, on la traite au cas par cas et c'est au regard de leur situation particulière qu'on peut conseiller à la personne finalement alors, on ne conseillera pas de démissionner, il y a d'autres modes de rupture qui existent pour mettre un terme à cela, comme la prise d'acte ou la résiliation judiciaire. Ou alors, on l'oriente vers de nouveaux modes d'alerte, mais bien souvent, quand elle se retrouve dans un cabinet d'avocats, les alertes, elles sont épuisées. Donc, alerter, je vous le disais tout à l'heure, c'est important pour se constituer des preuves. La preuve, à votre avis, elle incombe sur qui ? Si demain, vous dites « je suis victime de harcèlement sexuel, je veux aller au prud'homme », à votre avis, est-ce qu'il va falloir que vous prouviez les agissements ou est-ce que c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a rien fait ou qu'il a pris toutes les mesures ? Alors, il y a un régime de la preuve qui va être différent selon l'obligation qui est en cause. C'est-à-dire que si le salarié invoque un harcèlement, il va devoir présenter au juge les éléments de fait qui laissent supposer l'existence de ce harcèlement. D'accord ? Donc, il va présenter la situation, c'est-à-dire qu'il va devoir étayer ses dires par des éléments quand même qui restent des éléments de preuve. C'est pour ça que je vous disais, quand il y a une alerte écrite, que le médecin du travail a tenu dans son dossier médical finalement un répertoire de ce que lui a rapporté le salarié. Lorsque l'inspection du travail a adressé à l'employeur un courrier de rappel à l'ordre, tout ça, ce sont des éléments déjà qui permettent de constituer un dossier pour par la suite pouvoir les présenter au juge. Et
Alors, c'est des éléments de fait laissant supposer. C'est-à-dire qu'il faut, oui, ce qu'on pourrait appeler un commencement de preuve, mais en tout cas, il faut étayer ses dires. On ne peut pas se contenter de procéder par allégation et de simplement dire, voilà, je suis harcelée. Quand on veut obtenir réparation, moi je reste vraiment sur le terrain juridique. C'est compliqué. Voilà. Alors, je vous parle en droit du travail. Après, dans le cadre pénal, il y a des enquêtes, c'est différent. Je vous parle vraiment lorsque on se place sur le terrain du droit du travail, qu'on va devant la juridiction du Conseil de prud'homme, qui est en fait une juridiction qui tranche les contentieux, qui oppose les salariés aux employeurs. D'accord ? Le droit pénal, c'est différent. On peut porter plainte, mais si vous voulez, là je suis sur le code du travail parce qu'on est sur le harcèlement sexuel et sexiste au travail. Sinon, on est sur des articles généraux, mais qui bien sûr s'appliquent. Donc, la charge de la preuve au pénal, il peut y avoir une enquête. Je ne dis pas que c'est la même chose. En général, ça va plus loin. Mais ce n'est pas à la victime, de toute façon, de rapporter les éléments. Là, oui. Quand on est devant le Conseil de prud'homme, on doit apporter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Néanmoins, c'est quand même à l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas du tout du harcèlement et donc sont justifiés par des éléments objectifs. Voilà. Ce qui est difficile, effectivement, quand on a de très bons éléments de preuve, mais c'est des dossiers quand même qui sont sensibles et c'est rare qu'on ait une attestation ça arrive, mais c'est quand même rare qu'on ait l'attestation d'un témoin qui vienne écrire oui, j'ai vu un attouchement, j'ai vu qu'il l'avait coincé dans un couloir, voilà. Malheureusement, j'ai rarement, moi, dans les dossiers, ce type de preuve. Le type de preuve que je vais avoir, ça va être oui, peut-être que les témoins vont attester surtout de propos quand ils sont répétés. J'ai davantage d'attestations en ce sens, mais les preuves que j'ai finalement le plus de facilité à recueillir, ce sont les éléments médicaux qui ont une valeur qui est contestable, puisque en tout cas les médecins ne sont pas là pour certifier de fait qu'ils ont personnellement constaté, donc c'est toujours plus ou moins remis en cause par les employeurs, mais en tout cas, les éléments médicaux souvent permettent d'attester d'un mal-être au travail. Donc, c'est déjà un commencement de preuve. Après, la meilleure preuve qui soit en matière de harcèlement sexuel, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Enfin, la meilleure preuve. En tout cas, celle qui, moi, me permet d'obtenir plus facilement réparation, à votre avis, c'est quoi ? Des écrits, mais quel type d'écrit? À quoi vous pensez? Les mails, les SMS, voilà. Ça, c'est vraiment ce qui permet de mettre en évidence des agissements répétés de manière... Alors, les enregistrements en droit du travail, non, en matière pénale, ça peut servir. Ça peut être transcrit. Alors, il faudrait vraiment que la personne... Enfin, les enregistrements peuvent être retranscrits éventuellement, mais il ne faut pas qu'ils aient été pris à l'insu de la personne. Voilà. Les règles de preuve sont différentes en matière pénale et en matière de droit du travail. Alors, les caméras pour engager oui, mais la caméra, qui c'est qui va détenir l'image? Alors, si vous arrivez à aller chercher les images et qu'il y a une image flagrante, oui. Alors, oui. Mais alors, dans quelle situation, donnez-moi un exemple. Parce que, c'est-à-dire que si la question, elle va se poser différemment. Effectivement, vous êtes salarié, vous êtes victime sur votre lieu de travail d'une agression sexuelle. Et vous savez qu'il y a des images qui ont été prises. Vous allez chercher la caméra et vous prenez la photo. Bon, ça, c'est une chose. Effectivement, ça peut permettre d'établir qu'il y a eu des attouchements. La photo, ça, c'est valable. Par contre, et pour en revenir à ce que vous disiez, c'est que si ces actes-là, ils sont intervenus
entre deux salariés, c'est-à-dire qu'il y a un salarié victime et l'auteur est un autre salarié. Si l'employeur veut sanctionner l'auteur en se fondant sur ces preuves-là, ça va être plus compliqué. Mais là, on est sur les règles de preuve en matière de sanction. C'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas utiliser ces images si le salarié n'a pas été au courant qu'il y avait une caméra pour le sanctionner. Alors, s'il est au courant que ça a été déclaré à la CNIL, il y a tout un tas de conditions, mais les images peuvent être exploitées. Alors, ça ne va pas être le référent du coup. Là, ça sera l'employeur pour venir sanctionner le salarié. En fait, les règles de preuve en matière de droit du travail, elles vont être distinctes. Enfin, il y a des régimes qui s'appliquent en fonction du thème qu'on aborde. Donc là, je vous parlais de la sanction. On s'éloigne un peu du thème, mais c'est pas grave. Du coup, pour venir sanctionner un salarié, effectivement, il faut qu'il soit au courant qu'il y a une caméra qui le filme, qu'elle ait été régulièrement déclarée à la CNIL. Enfin voilà, il y a tout. Et puis après, il y a les conditions jurisprudentielles. Mais on est vraiment sur est-ce que l'employeur peut sanctionner le salarié en utilisant ces images? La question est différente quand la victime, finalement, des violences sexistes et sexuelles au travail va utiliser ces images pour justement créer un faisceau d'indices en matière de harcèlement sexuel. Là, ça va pouvoir être possible. Encore faut-il pouvoir récupérer les images. C'est pour ça que dans ce type d'exemple, je n'ai pas été confrontée à cette situation d'avoir des images prises par la vidéosurveillance parce que souvent, c'est l'employeur finalement qui détient ces images. Voilà. Par contre, je vous le disais, la situation la plus fréquente que moi je rencontre, ça va être les SMS, les mails, voilà. Ça, c'est... Alors, honnêtement, je pense que initialement, ça dépend de son orientation, enfin la personne qui l'a conseillé et ce vers quoi on l'a orienté. Évidemment, moi je vais sur le droit du travail parce que c'est la matière que je fais au quotidien, mais effectivement les victimes peuvent aller au pénal et portent plainte pour certaines au pénal. Parfois, j'imagine que ce qui va déterminer leur choix, ça va être les mots qu'elles mettent sur ce qui leur est arrivé. Parce que quand il s'agit de 3 SMS humiliants ou même à caractère pornographique, la démarche, elle n'est pas forcément d'aller porter plainte. Quand c'est sur le lieu de travail, que finalement, après, les relations avec l'employeur, parce que c'est un collègue qui est à l'origine de ce comportement, les relations avec l'employeur, elles deviennent tendues parce qu'on est mal et qu'on a la boule au ventre quand on va au travail, et que finalement, on est arrêté par son médecin en raison du stress ressenti sur le lieu de travail. Peut-être qu'à ce moment-là, le réflexe est plus de se diriger vers la juridiction qui traite des litiges employeurs-salariés, mais une victime a toujours le choix et de toute façon, il est opportun d'aller au pénal également. Hein. Alors moi, je ne fais pas partie de ces associations, mais beaucoup d'associations incitent en premier lieu à porter plainte. Donc voilà. Mais dans les faits, moi, les personnes qui viennent me voir, a priori, n'ont pas fait ce choix en amont. En tant qu'avocate, par contre, je les informe toujours de cette possibilité, bien entendu. Ça me fait rebondir aussi sur le fait que ce qu'on peut faire sanctionner devant le Conseil de prud'homme, c'est également le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et là, j'y viens du coup. En matière d'obligation de sécurité, c'est l'obligation dont je vous parlais tout à l'heure qui impose à l'employeur de prendre toutes les mesures de prévention et de protection. Et en matière d'obligation de sécurité, la charge de la preuve, elle incombe exclusivement à l'employeur. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, si le salarié va devant le conseil de prud'homme et dit voilà, moi je suis en souffrance, il y a une souffrance au travail qui est avérée, elle existe, j'ai des certificats médicaux ou pas, hein, puisqu'on ne va pas exiger de preuves, mais j'ai une souffrance au travail qui est avérée. Dans ce cas-là, c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures de prévention et de protection.
Et donc, manifestement, s'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve qu'il a réagi aux alertes du salarié, que suite à ses mails, que suite aux alertes de l'inspection du travail ou des différents interlocuteurs à qui il a eu affaire, il n'a pas réagi, dans ce cas-là, le manquement est caractérisé et le salarié peut obtenir réparation du préjudice indépendamment de la qualification que feront les juges des faits. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas retenir le harcèlement et pour autant estimer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Donc voilà pour le cadre général, n'hésitez pas à poser des questions. Vraiment, aujourd'hui, ça ne devait pas se passer comme ça, hein. Ça devait être un débat, on devait rebondir l'une avec l'autre sur des thèmes qui auraient émergé au fur et à mesure, d'autant que l'approche de Léa Page, je vous le disais, est totalement différente de la mienne, puisque moi, c'est des conseils purement juridiques que je délivre, alors qu'elle, elle a vraiment une approche de la victime qui est différente. Donc, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions. Pas de questions. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà, alors eu affaire, c'est peut-être difficile à l'exprimer à moins que ce soit quelque chose de passé, ou eu affaire personnellement à ces situations, ou connu des gens peut-être qui avaient... a réagi. D'accord. Et elle est revenue. Ouais. Donc, en plus, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vous le disais, l'employeur doit prendre des mesures de prévention et donc de protection. Et effectivement, la sanction est une des mesures de protection, bon, si tant est que l'auteur soit réellement auteur. Mais à minima, il doit y avoir une réaction de la part de l'employeur qui peut se manifester par la mise en œuvre d'une enquête. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait ou... Ah ben voilà. Donc bon, après, mais donc du coup, s'il y a des témoins, c'est qu'il y a peut-être une sorte d'enquête, peut-être informelle, mais voilà. Donc, en tout cas, l'employeur est obligé de répondre donc aux alertes qui sont lancées en allant recueillir les propos des autres salariés ou au besoin en menant une enquête. Donc, c'est d'ailleurs le sujet qui aurait dû vous être présenté. Comment recueillir la parole de la victime. Donc, c'est ça. Il faut l'écouter. Je crois ne pas formaliser. Alors, c'est ce que Léa me semble fait, ne pas mettre des mots tout de suite sur ce qu'elle dit, mais prendre en considération en tout cas la gravité de la situation et éventuellement donc après recueillir des témoignages, en tout cas ne pas laisser la situation perdurer sans réagir. La réaction en cas de faits qui sont avérés, normalement enfin en tout cas voilà, c'est de sanctionner pour réellement satisfaire pleinement à l'obligation si on estime que les faits sont constitutifs de harcèlement. Mais bon, déjà réagir, effectivement, ça peut permettre d'améliorer la situation sans aucune mesure d'éviction ou d'éloignement ou de... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que l'employeur conserve toujours quand même
son pouvoir d'appréciation, mais il faut réagir d'une manière ou d'une autre. Alors les sanctions, ça peut être, ça dépend de la gravité, c'est-à-dire qu'entre envoyer 3 SMS, finalement, ça va vraiment être du cas par cas. Parce que 3 SMS, ça peut être extrêmement grave selon la teneur des SMS. Donc même ça, mais ça peut être soit des mesures Alors dans les mesures de protection, indépendamment même d'un harcèlement, hein, finalement, si la personne indique qu'elle souffre d'une situation parce qu'elle est au contact d'un collègue de travail et qu'elle a une boule au ventre tous les jours, il faut quand même réagir, je vous le disais, qu'il s'agisse de harcèlement ou pas, qu'on soit sur des violences sexuelles ou sexistes ou pas. Il faut tenir compte de la souffrance qui a été manifestée. Donc ces mesures, à ce moment-là, ça peut être de recueillir l'avis du médecin du travail sur l'aménagement du poste, éventuellement passer sur un mi-temps. Bon, là, c'est un peu extrême, mais peut-être changer la personne de bureau si vraiment ça devient insoutenable pour elle. Enfin voilà. Là, on n'est pas sur de la sanction, on est sur des mesures prises pour mettre un terme à la situation de danger. En termes de sanctions, après, ça peut être un avertissement, ça peut être alors un blâme pour des faits qu'on estime avérés, c'est un peu faible, mais en tout cas, ça peut être un avertissement si c'est vraiment pas grave, mais qu'il y a un doute, mais normalement, c'est le licenciement. Hein. S'il y a du harcèlement sexuel, c'est... En tout cas, si vous voulez, c'est vraiment... ça va être du cas par cas. On ne peut pas ne pas prendre en compte les éléments de fait propres à chaque situation sur ce type de problématique. C'est vraiment des problématiques qui exigent de s'attacher à une situation particulière, mais ce sont quand même des faits graves, donc la jurisprudence admet le licenciement. Le licenciement sera tout à fait valable. Je ne veux pas rentrer dans des sujets qui sont trop loin du thème initial, mais en tout cas, le licenciement du salarié harceleur sera valide si les faits sont avérés de harcèlement. Donc la sanction en cas de harcèlement avéré, ça peut être un licenciement.